Dans cette vidéo rapide, je vais te présenter quelqu'un vraiment d'atypique, d'extraordinaire par son parcours, par son mindset et par ce qu'il fait pour la planète et pour les autres. Il s'agit de Patrick Dexium, le fondateur de l'association 7e Continent. Il nous accueille sur sa goélette, le bateau 7e Continent justement, que tu peux voir juste là. On y va, à de suite. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un moment un petit peu particulier puisqu'on est en direct de la goélette de 28 mètres 7e Continent avec le fondateur de l'association 7e Continent, Patrick Dexon. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors Patrick, c'est un privilège déjà de nous accueillir ici. Tu as un parcours vraiment particulier, c'est pour ça qu'on voulait te rencontrer. Patrick, donc tu as été sapeur de pompiers de Paris à une époque de ta vie, c'est bien ça? C'est ça, j'ai fait 15 ans dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui m'a amené justement à être muté en Guyane française, D'accord. puisque c'est les sapeurs-pompiers de Paris qui défendent la fusée Ariane sur Kourou. Ok. Et donc ça m'a permis de connaître ce fabuleux département. Et là, donc, d'après ce que tu m'as expliqué, depuis la Guyane, tu as complètement changé de métier, tu es devenu guide de survie en Amazonie, c'est bien ça? C'est ça, guide en forêt équatoriale, effectivement, quand mon séjour a mis fin en Guyane, ils m'ont renvoyé sur Paris. Et c'est vrai que j'étais tombé amoureux de ce département, donc j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner et d'y vivre. Et donc j'ai quitté les pompiers de Paris pour m'installer là-bas. Complètement quitté. Complètement quitté, et je me suis installé là-bas. Et je me suis dit, j'aime la forêt, j'aime la nature, donc je vais faire guide. Et de fil en aiguille, voilà, j'ai fait des petites formations, des stages, et je suis devenu guide en forêt équatoriale. Donc au départ, je commençais à promener des touristes. Ok. Et ensuite, je me suis fait une petite renommée, puisque en étant pompier de Paris, secouriste, sportif, j'ai commencé à encadrer des missions scientifiques. Et voilà, après j'ai été débauché par l'IRD, l'Institut de recherche du développement, qui m'ont pris justement pour assurer toutes les missions scientifiques en forêt. Et j'ai même amené des explorateurs euh, qui servaient de mes services pour faire leur exploration. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la Société des explorateurs français, Grâce à l'Amazonie. grâce à l'Amazonie. D'accord. Alors après, en 2009, il s'est passé un événement majeur dans ta vie puisque tu as complètement changé. De la forêt, tu es passé à l'océan. Tu nous en dis plus? Oui, alors en parallèle, bien sûr, j'ai toujours aimé la mer, hein, puisque j'ai grandi au bord de l'eau, à Sigean. D'accord. Et donc j'étais déjà skipper très jeune, j'avais passé un diplôme de marine marchande, mais j'en ai jamais fait mon métier. Et donc j'ai eu cette opportunité en 2009 de participer à une première mondiale qui était une course à la rame entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, en solitaire, sans assistance et sans escale. Donc, une course à la rame du Sénégal jusqu'à la Guyane pendant 46 jours, tout seul sur un bateau. C'est bien ça. C'est ça. Et c'est là que l'histoire commence sur le 7e continent, puisqu'en plein milieu des deux océans, j'étais à mi-chemin, je tape une sorte de spoiler de voiture. Et donc ça m'a interpellé, et donc les jours d'après, je me suis amusé à noter un peu les objets insolites que je voyais. Et donc En plein milieu de l'océan, il y avait des objets. ouais, voilà, j'ai trouvé un morceau de voiture en plastique, donc ça m'a interpellé. Et donc j'ai noté tous les objets que je pouvais voir le long de mon Je me parcours. suis en plein milieu de l'océan, c'est-à-dire à combien des côtes? Oh j'étais à 2000 km des côtes. Ah, vraiment au tout milieu de Ah oui, l'Atlantique. oui, au milieu, c'est assez perturbant de retrouver des traces comme ça en plein milieu. Et donc les jours d'après, je me suis amusé à répertorier un peu tous les objets insolites que je voyais. Et je suis arrivé de l'autre côté avec une liste, des tongs, un casque, une botte, enfin bref. Tout ça en plein milieu de l'océan. Tout ça sur mon parcours. Mais c'était pas une île, c'était pas un immondice de déchets, c'est des objets que je croisais inopinément comme ça. Mais par contre, j'ai voulu savoir ce que devenaient ces objets. Et donc en arrivant, j'ai voulu en savoir plus et j'ai enquêté. Et là, je suis tombé sur un article d'un Américain qui s'appelle Charles Moore, qui lui, sur une transat à la voile entre Hawaï et Los Angeles, a choisi de se détourner, de prendre un chemin que normalement les voiliers ne prennent pas parce que ce sont des zones de haute pression. Et là, il témoigne d'une zone d'accumulation de plastique. Et je me suis dit, mince, une zone d'accumulation. Donc, je suis parti à Los Angeles à sa rencontre. On a échangé et le fin mot, c'est si tu ne crois pas, t'as qu'à y aller. Et donc, je dis, casse la tienne, j'ai mis ma casquette d'explorateur, j'ai embarqué une scientifique pour avoir une caution scientifique et un photographe. On est parti avec toute petite équipe et on est parti dans le gire
du Pacifique Nord, Qui se trouve où? qui se trouve entre Hawaï et Los Angeles. C'est D'accord. à peu près à 1500 km au large de Los Angeles. Et là, effectivement, on a pu mesurer l'impact du plastique dans ces zones-là. Et quand je suis rentré en France, je me suis vite aperçu que cette problématique était très mal connue, voire pas du tout. Et donc, je me suis dit, bah là, il faut faire quelque chose. Il faut dire aux gens qu'on est en train de plastifier les océans. Et donc, j'ai créé l'ONG Expédition Septième Continent. Mais plastifier les océans, c'est-à-dire que le plastique dans les océans, qu'est-ce qui devient? Il se biodégrade? Ben, on ne sait pas trop encore. Enfin, si, on sait qu'il se photodégrade, puisque mes équipes en 2014 ont prouvé que la fragmentation allait jusqu'à la nanoparticule. Mais la nanoparticule, à ce jour, on ne sait pas où elle va. On ne sait pas si elle va au fond des océans, si elle est sur la colonne d'eau, si elle part dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on repart en octobre cette année avec un volet vraiment spécialisé sur la nanoparticule. Et on sait qu'on a prélevé de la neige sur le pic du Midi et on a retrouvé des nanoparticules de plastique. Alors peut-être qu'elles viennent du milieu terrestre, mais elles peuvent venir aussi du milieu océanique. C'est-à-dire que nous, on pense qu'avec l'évaporation de l'océan, ces nanos intègrent le cycle de l'eau. Donc on va prouver ça en fin d'année. Donc on part avec 4 chercheurs qui sont bien spécialisés dans chaque domaine pour essayer de comprendre ce que devient ce plastique dans les océans. Alors juste avant de reprendre le cours de ton récit sur l'expédition et sur l'association, quel est le danger d'avoir du plastique comme ça dans les océans? En quoi c'est un problème? Alors oui, pour les gens, le problème déjà c'est visuel, mais malheureusement c'est pas que visuel parce que ces plastiques quand ils voyagent dans nos cours d'eau, etc., ce sont des véritables éponges. Donc ils concentrent les polluants organiques persistants, ils concentrent les métaux lourds. Et quand on mesure ces microparticules qui sont dans les gyres océaniques, ils contiennent 1000 fois plus de métaux lourds qu'à la création du plastique. Donc c'est du cadmium, c'est du mercure, enfin tous les métaux lourds qui sont très, très dangereux pour l'homme. Et donc ça c'est un danger. Donc ça c'est la dangereux partie, pour la faune aquatique? la faune, la flore et l'homme. Et donc ça c'est une variante de la problématique. Après on a le transport des espèces invasives. C'est-à-dire qu'on retrouve des espèces qui voyagent à travers les océans et qui vont coloniser un milieu dans lequel elles ne sont pas les bienvenues. Elles sont sur les morceaux de plastique? Voilà, elles sont sur les se morceaux de baladent, plastique. On a retrouvé un ver de feu qui vit sur la côte atlantique ici. On l'a retrouvé en plein milieu du gyre en train de voyager. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent se produire et qui peuvent perturber les biotopes d'autres endroits. Donc ça, c'est un véritable problème. On a bien sûr la cause accidentelle, hein, la tortue qui mange le sachet plastique, la baleine qui se remplit de plastique, ça tue à peu près 1 million d'oiseaux et 100 000 mammifères marins. C'est tous les ans, j'imagine? Tous les ans, à chaque fois qu'on souffle une bougie pour fêter notre anniversaire, on tue 1 million d'oiseaux. Tout simplement parce que il y a 1 million d'oiseaux marins qui sont tués par le plastique, ouais. Et 100 000 animaux marins, genre tortues, dauphins, etc. C'est ça, tous les ans. Okay. Et c'est dû surtout pour les oiseaux parce que ce plastique est fragmenté en petits morceaux à la couleur et l'odeur de la nourriture puisqu'il se recouvre d'un biofilm. Et donc les oiseaux ne savent pas faire la différence, bien sûr, entre un morceau de plastique et la nourriture. Et quand ils ingèrent, ça fait des obstructions intestinales et ils en meurent. D'accord. Voilà. Et après, rentre encore une autre problématique, c'est l'empoisonnement de la chaîne alimentaire, parce que ces microparticules sont mangées par les poissons. Donc les poissons n'en meurent pas forcément parce que c'est des petites particules, donc ça passe dans le transit, mais le problème, ça contamine leur chair avec des métaux lourds. Et donc plus on remonte la chaîne alimentaire, plus on a des dosages de métaux lourds importants, donc sur les thons rouges, etc. Et puis l'homme en bout de chaîne. Bien sûr, ça... Voilà, donc quand on dit qu'on mange du plastique, c'est un raccourci, on ne mange pas forcément le plastique, mais on mange ce que contient le plastique. Car toute la chimie en fait du plastique. Voilà, toute la chimie du plastique, les additifs, tout ça, ça rentre, c'est la cuisinière, c'est pas grave. Ça rentre dans la chaîne alimentaire. Et après, on peut manger directement aussi du plastique parce que quand on mange un bol de moule, on mange à peu près 100 microparticules de plastique parce que eux, ce sont des animaux filtreurs. Et donc, eux gardent les microparticules dans leur organisme. Donc voilà, le plastique, c'est pas terrible dans l'océan. Donc c'est un réel danger pour l'ensemble des écosystèmes. C'est un réel danger et si on continue à l'alimenter à la vitesse où on l'alimente, on va tuer l'océan
Et Paul Watson le dit, hein, si on tue l'océan, on tue l'homme, hein, c'est l'océan qui nous a donné la vie. Il faut bien comprendre qu'on a une fausse image de l'océan. En fait, si on s'amusait à vider tous les océans, ça formerait une boule de 1400 km de diamètre. C'est-à-dire qu'on pourrait la poser entre Paris et Barcelone. Et quand on voit cette image-là, on se dit que l'océan est tout aussi fragile que la couche atmosphérique. Et donc si on continue bien sûr à lâcher des gaz comme on fait dans l'atmosphère, on en connaît les conséquences. Et bien l'océan c'est exactement pareil. Si on continue à le remplir de plastique, ça ne va pas durer des années, donc il faut vraiment limiter l'apport de plastique, voire même le supprimer. Alors le supprimer, on ne pourra jamais nettoyer bien sûr les océans. Les projets qui se montent comme Boyanslat ou des bateaux, des grands catamarans qui veulent ramasser les macro-déchets, c'est complètement illusoire parce que le temps qu'ils ramassent une tonne, il y a 100 000 tonnes qui arrivent. Donc c'est des proportions telles que ça. Voilà, donc c'est comme si on voulait vider la baignoire avec une éponge et on laisse les deux robinets ouverts. Le temps de presser l'éponge, il y a encore des litres qui coulent et à la fin on va se fatiguer et ça sert strictement à rien et ça coûte énormément d'argent. Donc il faut stopper le problème à la source parce que 80% des déchets qui arrivent dans les océans viennent des continents. Donc il faut vraiment stopper le plastique à la source. Alors supprimer le plastique, on ne peut pas parce que le plastique, déjà, il est intégré dans notre économie. Donc demain, si on enlève la farine du boulanger, on met des milliers de gens au chômage. Donc il faut accompagner cette transition-là. C'est pour ça que notre ADN, à 7e continent, c'est de travailler avec des industriels. Alors malheureusement, on est critiqué parce qu'on nous dit, vous faites du greenwashing, etc. Les gens ont tendance à faire des raccourcis. Moi, je suis droit dans mes bottes. Quand je travaille avec un industriel, c'est qu'il y a forcément une solution au bout. Alors concrètement, je travaille avec Suez. Suez étudie effectivement ce qu'on fait et peuvent mettre des solutions en place parce que toi et moi, on n'a pas assez d'argent pour perfectionner des stations d'épuration, tout ça. Alors nous, on va voir Suez, on dit voilà, on a tant de microparticules qui coulent dans les fleuves, qu'est-ce qu'on peut faire pour les retenir? Donc Suez améliore leur station d'épuration, donc eux, ça leur donne une longueur d'avance parce qu'ils mettent en place des stations d'épuration entre guillemets plus écologiques, puisqu'elles relâchent moins de microparticules, et nous, ça nous fait mettre des solutions en place. Et c'est comme ça que moi je vois cette transition-là, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Demain, on ne peut pas claquer des doigts et dire on ne veut plus de plastique. Ça, c'est pas possible. On est au début d'une révolution environnementale. On commence à sentir un petit peu les résultats, mais il y a encore un long parcours à faire, parce qu'on est dans un monde économique et que ce monde économique, on ne peut pas le chambouler du jour au lendemain. Alors, une dernière question par rapport à ce que tu disais. En ce qui concerne justement l'économie, est-ce que la production de plastique au niveau mondial, puisqu'on a bien conscience que, grâce à des gens comme toi, que c'est un challenge, un gros problème, est-ce qu'elle est plutôt à la hausse ou à la baisse? Alors à ce jour, j'ai envie de dire qu'elle est encore à la hausse, mais je suis très optimiste parce que le monde de la plasturgie a dormi des années et des années sur un matelas de dollars parce qu'il n'y avait pas d'effort à faire pour vendre le plastique. Depuis qu'on mène ce combat, je dis on parce qu'on est quand même plusieurs ONG, à informer le public de la problématique, tout ça, on sent qu'il y a une réduction de plastique dans le ménage. Et on le voit, maintenant le monde de la plasturgie commence à avoir peur parce qu'ils disent oula, on vend beaucoup moins de plastique. Donc, tu parles de l'Occident ou du monde en général? Des producteurs de plastique en général. Et donc ils commencent à avoir peur parce qu'ils voient bien qu'il y a une prise de conscience du citoyen et que le citoyen veut moins d'emballage, moins de plastique. Et donc là, ils sont obligés de se réveiller et de réveiller leur R&D pour dire oula, attention, il faudrait peut-être qu'on prenne le tournant maintenant parce que dans 10 ans, on est peut-être mort. Hein. Donc c'est pour ça que je suis très optimiste parce que ces gens-là, ils vont mettre du pognon dans leur R&D pour essayer de trouver des alternatives au plastique. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ça commence, on commence à avoir des industriels, on voit Coca ça bouge, Danone ça bouge, alors ils essayent de trouver la petite astuce pour encore continuer à vendre du plastique, mais on voit bien qu'ils savent très bien que maintenant ils ne peuvent plus faire de l'économie sans faire de l'environnement. C'est-à-dire que pendant des années, c'était le citoyen qui était un petit peu au service de cet industriel, il proposait des produits, on arrivait, on achetait, et là c'était cool, donc il y allait, hein, créer du plastique à gogo. Et là, maintenant, c'est en train de s'inverser, c'est-à-dire que c'est l'industriel qui doit s'adapter au citoyen, parce que le citoyen, maintenant, il est plus naïf. Il est tellement informé par les réseaux sociaux, par tout ça, que maintenant, il veut des bons produits, il ne veut pas des produits impactants pour la planète. Donc, ce qui est génial, c'est ça, c'est que l'économie n'est plus dissociée de l'environnement.
Et ça, c'est un grand bouleversement. D'accord. Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Moi, ma génération, l'industriel nous mettait du jambon sous plastique, c'était parfait, on achetait, on ne se posait pas la question. Maintenant, les jeunes grandissent avec une conscience environnementale. Et eux, ils font attention. Et ben, ils préfèrent du jambon à la coupe. Là, je suis en tournée pédagogique avec des jeunes. Je le mesure, ça. Je le mesure. Ils sont hyper attentifs à leur mode de consommation. Alors, on va me dire, ouais, mais il y a des jeunes. Alors, le français est très pessimiste. Le français, il a toujours tendance à montrer du doigt la chose qui se fait mal. Par contre, il n'est pas capable d'évaluer les choses qui se font bien. Et les choses qui se font bien, il y en a de plus en plus. Et c'est pour ça que je dis qu'on est au début d'une révolution environnementale. On vient d'inventer, pour faire un parallèle, on vient d'inventer la machine à vapeur. Et là, dans 4-5 ans, ben, on aura un iPhone. Et dans l'environnement, ça va être pareil. C'est-à-dire on va être exponentiel parce que l'homme est formidable. C'est une sacrée machine. L'homme, quand il a besoin de trouver des alternatives, on est capable de le faire. Moi, je crois vachement en l'homme. Et là, les alternatives au plastique, on va les trouver. Mais ça va Elles existent prendre. déjà ou il faut qu'on les découvre? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Le problème, c'est que ça coûte très cher sur le marché, donc ça n'intéresse pas à ce jour les industriels, parce que c'est à petite échelle, et donc celui qui veut faire ça tout seul dans son coin, il va faire du bioplastique, mais ça va coûter très cher, et donc personne n'achètera. Donc il faut passer au stade supérieur, il faut vendre ses brevets aux industriels. Après, il ne faut pas se voiler la face, hein. Tout ça, c'est basé sur l'économie, hein. Faut que les grands producteurs de plastique continuent à gagner de l'argent. Ils ne fabriqueront pas du plastique bio sans gagner de l'argent. Donc, tant qu'on est dans ce monde économique, il faut faire avec. Donc, il faut s'adapter. Et je pense que c'est en train de changer. Et ça va changer très vite. On l'espère. Ouais. Pour revenir juste rapidement sur ton association, donc c'est quoi le but, l'objet de 7e continent? Qu'est-ce Alors, qu'elle a fait d'ici là? Enfin, pourquoi elle est née? Qu'est-ce qu'elle a accompli depuis qu'elle est née? Et quels sont les projets aujourd'hui de ton association? ben, elle est née par ce constat quand je suis allé dans le Pacifique Nord, quand le bateau s'est arrêté. Alors, je ne suis pas tombé sur une île de déchets. On s'était renseigné, déjà on savait que ce plastique était un peu en microparticules, Charles Moore me l'avait dit. Et on a mis ce filet manta à l'eau et on ne voyait pas grand-chose. Et quand on a tiré le filet manta et qu'on a vu ce qu'on avait dans le filet, et là on s'est dit waouh, waouh. Et donc c'était une vraie détonation parce qu'on se dit on est à 2000 km des côtes et on voit l'impact de l'humain très loin de son lieu de vie, quoi. Donc ouais, on est en train vraiment de découvrir la planète. Et donc voilà, le départ s'est fait là. Et puis après, on a très vite progressé parce que effectivement, il y a 10 ans, j'étais pratiquement un des seuls à déclencher de la recherche dessus. Je suis allé chercher une scientifique, une chimiste dans un laboratoire qui n'était jamais montée dans un bateau, qui s'appelle Alexandra Terral. Parce que la première année, elle m'avait dit, tiens, j'ai des capteurs qui pourraient mesurer la pollution, tout ça. Et quand je suis parti, j'ai pas su les mettre en place parce que je suis pas scientifique. Et l'année d'après, j'ai dit, écoute, c'est important, il faut que tu viennes avec moi. Il faut que je te sorte de ton laboratoire. Et elle est venue. Et maintenant, ben, on en est à 6 publications en première mondiale, hein, sur la circulation des plastiques, sur la contamination des plastiques, sur la fragmentation des plastiques, sur les nanoparticules de plastique. Et du coup, c'est devenu presque Madame Plastique au CNRS. Elle a intégré, elle a co-créé un groupement de recherche au niveau national sur le plastique. Enfin voilà, tout ça pour dire que le chemin qu'on a parcouru avec 7e continent, il est immense. Et on a fait beaucoup de travaux dans l'ombre. Comme on n'est pas dans les solutions, qu'on ne vend pas des solutions extraordinaires comme certains, comme Boyan Slat, en disant je nettoie les océans, tout ça. Donc on intéresse un peu moins les médias. Mais le travail de fond qu'on a fait, il est exceptionnel et je ne m'inquiète pas parce que moi, ce que je recherche, c'est déjà de trouver une solution à ce problème-là, mais aussi voilà, de drainer derrière moi tous ces scientifiques qui peuvent amener à faire des constats et aiguiller les recherches pour avoir un plastique beaucoup moins impactant, voire carrément neutre. Et là aujourd'hui, donc les projets futurs pour ton association, Ben c'est là, quoi? Est-ce que tu peux nous parler du projet que tu fais déjà en ce moment avec ce bateau? Et quel est le futur proche de ce bateau? alors là, le projet qu'on fait en ce moment, ça fait
3 ans qu'on le fait, c'est-à-dire qu'on amène vraiment une belle photographie de ce qu'est la pollution plastique, parce qu'à travers les médias, tu le sais, on voit toujours ces images de couches de déchets dans les ports ou un peu au large. Et donc les gens s'imaginent qu'on peut arriver avec un bulldozer ou un bateau et qu'on peut sortir le filet, tout ramasser et tout charger. Donc ils ne mesurent pas la dangerosité et ce qui est réellement cette pollution. Quand on dit que 99% de la pollution plastique elle est invisible, les gens ont du mal à nous croire. Que 99% du plastique des océans ne sont pas visibles? Non, parce qu'avec cette fragmentation, comme je l'ai dit, il se fragmente en microparticules. Et donc cette microparticule qui est recouverte d'un biofilm, quand il y a les vagues, elle n'est pas en permanence en surface. Donc tu passes dans le gir océanique, tu ne vois pas forcément le plastique. Alors quand moi j'entends des navigateurs, ah ouais mais moi je l'ai vu, j'ai vu ci, non, ils ont vu comme moi un déchet, un truc clairsemé. Mais ça c'est la partie émergée de l'iceberg. La partie immergée, elle est catastrophique. Et donc, l'avenir, c'est de continuer ces travaux de recherche, d'essayer de comprendre ce que devient ce plastique. Tout à l'heure, je parlais des nanoparticules, on ne sait pas où elles vont. On sait que les microparticules de 1 à 5 mm sont dangereuses parce qu'elles contiennent tous les produits qu'on a cités avant. Mais la nanoparticule, on ne sait pas. On ne sait pas parce que peut-être qu'en se fragmentant, ces produits se libèrent dans l'océan, se dissouent, on ne sait pas. Ou peut-être que la nanoparticule garde ces produits-là. Et si on pense, ce qu'on est en train d'essayer de comprendre, que c'est rentré dans le cycle de l'eau, là, ça peut être un gros boom, un gros détonateur pour prendre conscience qu'il faut vite agir avec ce plastique parce que la nanoparticule n'a pas de frontières, elle rentre dans le cerveau, elle rentre dans tous les organes, donc ça peut être très problématique. Maintenant, je ne veux pas être catastrophique parce que c'est en cours d'étude, c'est de la fiction ce qu'on est en train de faire. Tant qu'on n'est pas allé sur place vérifier, ça c'est ma conviction. Moi, je ne fais pas d'effet d'annonce. Les effets d'annonce sont faits que quand on a une preuve scientifique et que c'est publié par les pairs. Ok. Et du coup, là, est-ce que tu penses que ce problème, la problématique du plastique dans les océans et puis de manière générale au monde, est-ce qu'il est solutionnable ou pas? Objectivement, avec l'expérience que tu as de cette problématique. Oui, je pense qu'il est solutionnable. C'est pour ça qu'il faut qu'on donne une valeur à ce plastique. Pour les gens qui voyagent, ils savent très bien quand on jette une canette en alu en Inde ou au Brésil, elle est ramassée dans la seconde parce qu'elle a une valeur. Et ces pays qui sont en voie de développement, ben, ils veulent de l'argent, ils veulent du boulot, ils veulent manger. Donc si demain on comprend que l'industriel comprend qu'il y a un intérêt économique justement à implanter des usines de recyclage, de tri, etc., ces pays ne vont pas mettre 10 ans ou 20 ans comme nous à réagir. Ça va être instantané parce qu'économiquement, ils ont faim. Mais il faut arriver à donner cette valeur au plastique. Et pour ça aussi, ben, c'est aussi un peu un rôle de l'Europe, de la France, d'être un peu le précurseur. C'est pour ça que je travaille avec Citeo. On me dit, ouais, le tri, ça sert à rien. Citeo qui est Enseignement éco-emballage. Alors Citeo, c'est l'organisme qui fédère tout le monde de la plasturgie pour essayer d'équilibrer améliorer les produits. Avant, on avait des bouteilles d'eau avec des bouchons, des plastiques différents. Donc voilà, c'est Citeo qui met en place tous ces concepts pour éviter et améliorer le tri. Et le tri, aujourd'hui, c'est un outil qui est formidable parce qu'on l'a, il se met en place et on intègre le plastique dans l'économie circulaire. Alors le plastique dans l'économie circulaire, sur du long terme, c'est pas des solutions, mais il faut avancer. Pour moi, c'est une solution de ce jour, on a les outils pour le faire. Ok, le plastique, il n'est pas recyclable à vie, mais au moins, on limite déjà les prélèvements de matières premières et on économise énormément de pétrole, d'eau, de gaz à effet de serre dans cette réintroduction du plastique dans l'économie circulaire. Donc ça, c'est une première étape. En fin de compte, il y a plusieurs degrés d'urgence. Moi, mon premier degré d'urgence, c'est stop, on arrête d'alimenter les océans de plastique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Ben, je dis aux citoyens, ben voilà, maintenant, ben, au lieu de jeter, que ça soit brûlé ou enterré, ben, réinjectez votre déchet dans l'économie circulaire. Voilà. Après, il y a un deuxième niveau, c'est là où il faut toucher les industriels, réveiller les R&D pour qu'ils trouvent ces alternatives ou qu'ils rachètent les brevets. Et après, le troisième niveau, ben là, c'est peut-être un conte de fées, mais c'est qu'on puisse avoir des produits complètement inoffensifs pour l'homme, la nature. Est-ce qu'il y a une solution politique, d'après toi, serait envisageable? Est-ce que tu penses que la solution peut passer par la politique? Oui. Par certaines personnes qui agiraient dans le sens. Mais bien sûr, là aussi on en a besoin des politiques. Alors,
Alors, ce qui fait changer le mode de consommation, c'est le citoyen. C'est pas le politique, ça c'est sûr. Mais le politique peut. C'est-à-dire qu'on a les politiques qui nous ressemblent, c'est ça que tu veux dire? Comment? On a les politiques qui nous ressemblent, donc si nous on ne change pas les politiques. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Le politique, lui, va, pareil, il va s'adapter encore au citoyen, comme l'industriel. C'est-à-dire que si le citoyen dit, écoutez, on en a marre des pailles, on en a marre de polluer, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, ben, le gouvernement va réagir. Et là, on a réagi, par exemple, à force de dénoncer la vaisselle jetable, etc. On a le dossier Si je peux me permettre, si jamais, enfin, c'est un Oui. peu hors sujet, mais si jamais le gouvernement a arrêté les pailles, c'est parce que les importations vers les pays comme la Chine ont été stoppées. C'est un peu hypocrite quelque part d'un gouvernement. Non, c'est une adaptation. Alors, attention, parce que les importations en Chine, c'est les Chinois qui demandaient nos déchets. C'est les Chinois qui avaient besoin de brûler nos déchets pour faire tourner leurs usines, etc. C'était pas la Chine, il ne faut pas croire que c'était la poubelle de l'Europe, on envoyait les déchets, et puis voilà. Un déchet qui est envoyé en Chine a une feuille de route, a un suivi. C'est-à-dire que c'est un peu comme pas autant que le nucléaire, mais c'est un colis qui est suivi. Il doit y avoir, ça doit être tamponné, ça doit être validé, ça doit être contrôlé. Donc voilà, ça aussi c'est une image que les gens ont en disant ben, on jette nos produits à l'étranger. Non, non, c'est en Chine, c'est eux qui étaient demandeurs. Alors après, dans d'autres pays, il y a de la mafia, ça on le sait, mais bon, ben, ça on peut pas le contrôler du moment que c'est mafieux. Alors après, oui, si on arrête d'exporter nos déchets, effectivement, il faut les recycler, il faut qu'on traite nos propres déchets. Et là, ben, il faut trouver des alternatives. Et puis, ben, tant mieux, parce qu'au moins, on crée aussi de l'économie avec ces déchets. Il ne faut pas croire, on va créer des emplois, on va créer tout ça. Alors pour les personnes qui nous regardent, est-ce que individuellement et collectivement, surtout les personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui, quels conseils tu pourrais leur donner si jamais ils aimeraient agir concrètement à leur niveau sur la pollution plastique dans les océans, mais aussi sur Terre, puisque c'est pas uniquement que les océans. Oui, sur Terre, parce que 80% des déchets viennent de Terre. Faut juste comprendre qu'on a une force de frappe, le consommateur, qui est phénoménale. Donc on a toujours tendance à dire ouais, le petit geste que je fais il est inutile. Non, non, il a une très très grande importance et moi je le vois de plus en plus, hein, la réduction de l'impact plastique dans le ménage, c'est phénoménal, ça fait trembler les gros de la plasturgie. Il ne faut pas croire que c'est des gestes anodins. Donc, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que le citoyen il a un gros pouvoir et il faut l'utiliser et que chaque petit geste compte. Alors ça a l'air un peu basique comme ça. Non, non, mais franchement, c'est hyper efficace. C'est hyper efficace. Quand on a des agriculteurs qui arrêtent de mettre des pesticides sur leurs champs, ben, ça fait tache d'huile. Et là aussi, il faut qu'on fasse tache d'huile avec le plastique. On est la solution. Pour conclure, merci Patrick. Pour conclure, tu nous parles de ta petite BD que tu as dessinée, que tu as réalisée en partenariat avec le dessinateur. Dominique Serafini. Tu nous en dis quelques mots? Ouais, l'histoire est belle parce que Dominique Serafini, c'est le dessinateur de toutes les BD Cousteau. Okay. Qui a plongé avec la Calypso, avec Falco. Voilà, pour moi, c'est toute mon enfance. Et il y a 3 ans, on se rencontre en Martinique et il me dit ouais, j'ai entendu parler de toi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ben moi j'ai dit ben, la seule chose que tu fais bien, c'est les BD, donc on va pas changer le principe, fais-moi une BD. Et donc on a planché sur le monstre de plastique parce qu'on s'est dit, voilà, les enfants croient qu'il y a toujours ou les navigateurs croyaient qu'il y avait des monstres, des serpents de mer, des choses qui pouvaient être dangereuses en mer. Et nous, on s'est dit, ben, la seule chose qu'on a vue qui était dangereuse, c'est le plastique. Et donc on va créer la BD, le monstre de plastique. Et donc ça raconte la naissance un peu des expéditions, à travers la rame, mon histoire, et puis après les missions scientifiques. Et ce qui est intéressant, c'est que les dernières pages sont consacrées à des fiches pédagogiques qui permettent de parler comme il faut de la pollution plastique. Donc un enfant qui a un travail pratique à faire à l'école, il peut se servir de la BD pour argumenter son TP. Une bande dessinée, donc Le Monstre de Plastique, qui est en vente sur le site de l'association, que je mets bien sûr le lien dans les commentaires. Évidemment, tous les bénéfices de la vente de cette BD sont reversés à l'association. Donc si tu achètes cette BD, tu contribues au bien-être de l'association et donc des océans. Merci Patrick pour cet entretien. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas bien sûr à la partager, à la liker, à la commenter. Et je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur différents points.